bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. À l'occasion de ce 18 décembre 2022, le président de la République a évoqué plusieurs questions liées à la vie de la nation durant ces 12 derniers mois. Un bilan donc qui a surtout axé aux conséquences de l'insécurité, les inondations. Il a aussi donc annoncé des nouvelles mesures fiscales pour le développement de notre pays. Résumé avec Balma Bourema. Message à la nation à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la proclamation de la République, le deuxième depuis son élection, Bazoum Mohamed a voulu faire un bilan de l'année écoulée. L'insécurité, les inondations, l'éducation, la gouvernance politique et économique ont été évoqués par le président de la République. Concernant l'insécurité, Bazoum Mohamed a invité les citoyens à un combat multiforme. À cette fin, des moyens conséquents sont mis à la disposition des forces de défense et de sécurité dont je salue l'engagement et le dévouement remarquables. Mais ce combat ne saurait être que l'affaire des seules forces de défense et de sécurité. Il doit être perçu comme un combat multiforme que nous devons tous assumer en tant que citoyens, où que nous soyons. Le gouvernement, quant à lui, s'attelle à la reconstruction des zones frontalières de notre pays, fragilisées par la crise sécuritaire, notamment dans le Liptako-Gourma, c'est-à-dire la zone dite des trois frontières, et dans le bassin du lac Tchad, qui concentre d'importantes masses de personnes déplacées. Devant le bilan des inondations qui ont fait 195 morts, près de 45 000 ménages affectés, Bazoum Mohamed a estimé que les conséquences de ces inondations doivent être prises en charge par la communauté internationale. Cela montre que les inondations de plus en plus dévastatrices deviennent désormais dans certaines régions de notre pays des défis avec lesquels nous devons compter dans toutes les actions de planification, d'utilisation des sols, tant pour l'habitat, la production agricole que la réalisation de certaines de nos infrastructures. Ces inondations prouvent, s'il en était besoin, que les pays pauvres comme le nôtre sont les plus grandes victimes des effets du changement climatique, lesquels nécessitent de la communauté internationale une attention toute particulière. Sur le plan économique et financier, Bazoum Mohamed s'est réjoui des résultats de la table ronde de Paris et rappelé les nouvelles mesures fiscales, notamment minières. Il s'agit, en l'occurrence, de remédier à la sous-fiscalisation de cette activité artisanale, pour permettre à l'État de réaliser des recettes sur des produits dont le mode de commercialisation peut échapper au circuit formel. Le gouvernement a créé une taxe spécifique sur l'exportation de l'or et des métaux précieux. Dans le secteur pétrolier, les mesures nouvelles portent sur une modification du code pétrolier afin d'élargir certains avantages fiscaux aux sous-traitants, conformément aux pratiques internationales dans le but de maintenir l'attractivité de notre pays pour les investisseurs dans ce secteur. Dans son adresse à la nation, le président de la République a salué la reprise des réunions du Conseil national de dialogue politique CNDP et l'enrôlement des Nigériens de la diaspora. Ce 18 décembre également 2022, simple cérémonie de décoration. En tout cas, c'est la principale activité de la commémoration de la proclamation de la République cette année, édition en 2022. Il n'y a pas eu donc le défilé traditionnel militaire et civil, mais plusieurs personnalités du pays et étrangères ont été décorées. D'autres précisions dans ce reportage. Il n'y a pas eu le traditionnel défilé civil et militaire de chaque année à l'occasion de la célébration de la proclamation de la République pour le 64e anniversaire de la République. C'est une simple cérémonie de décoration de plusieurs personnalités étrangères et nationales que les Nigériens ont assisté ici à Niamey, précisément à la place Toumon. La cérémonie a duré près de 2 heures de temps. Mon sentiment d'abord c'est la reconnaissance envers Dieu, envers mon pays, à commencer par le président de la République, envers le grand chancelier, envers toutes nos institutions, envers mes collègues, envers mes étudiants, envers ma famille et vraiment envers mes amis. Mon sentiment, c'est un grand honneur d'avoir cette décoration d'un pays que j'aime beaucoup
et d'un pays qui nous a adoptés depuis des générations. Donc je serai toujours au service du pays, avec grand honneur. Je présente ma gratitude aux hautes personnalités du pays qui ont pensé à décorer les écoles de formation. La célébration du 64e anniversaire de la République s'est déroulée en présence du président de la République de la Guinée-Bissau et plusieurs personnalités venues des pays voisins du Niger. Elle s'est également déroulée pour la première fois dans la plus grande simplicité. La cérémonie a été aussi marquée par la décoration pour la première fois de plusieurs institutions publiques de la place. Autre aspect de cette édition, la population du quartier Couronne Nord de Niamey a rendu public ce matin une déclaration relative à l'élection du nouveau chef du quartier. Les déclarants donc dénoncent le rejet de la candidature de Idrissa Hamani Souley par le gouverneur de la région de Niamey et que ce dernier accorde une égalité de chance à tous les candidats. D'autres précisions avec Youssouf Haidara et Ibrahim Ousmane. Dire non au retrait de la candidature de Idrissa Hamani Souley au poste du chef du quartier de Couronne Nord, c'est l'objectif principal de cette déclaration rendue publique par les habitants du dit quartier. Selon les déclarants, le gouverneur de la région de Niamey, à travers la décision que voici, rejette la candidature d'Idrissa Hamani Souley sans explicitement énumérer les raisons de ce rejet. Comment comprendre qu'après une enquête de moralité faite par la gendarmerie nationale et la validation des candidatures et une campagne d'enrôlement, nous habitants attendons simplement la procédure de choix des bulletins de vote. À notre grande surprise, le gouverneur sort une lettre disant qu'ils ont retiré la candidature de M. Idrissa Hamani Souley, dont les motifs de ce retrait n'ont pas été notifiés. Ils n'ont pas été expliqués. Or, seul le candidat peut retirer sa candidature. Bonferré Télévision a joint le gouverneur de la région de Niamey. Ce dernier, dans une interview téléphonique, explique que le candidat Idrissa Hamani Souley a reçu la notification et les mobiles du rejet de sa candidature. Parmi ces deux-là, l'un des candidats a contesté la candidature de l'autre parce qu'il disait, à un moment donné, quand le père de celui qui est prétendant actuellement, qui était chef, il y a une décision de la mairie où on lui a fait savoir que provisoirement il est chef de quartier, mais il n'a pas droit à se présenter. Nous, on a dit à l'autre qui dénonçait, c'est à toi de chercher la preuve, ce n'est pas à nous, à l'administration. Il est parti amener une pièce. Nous, on est parti d'abord vérifier l'authenticité de cette pièce. Nous avons écrit au maire de la commune 2. Le maire de la commune 2 nous a répondu avec justement la pièce en question. Au vu de cette pièce, comme il est dit que le père ne peut pas prétendre, donc on lui a dit alors elle n'est pas héritier. Mais au vu de l'acte qui dit que bon, nous on a dit que voilà, on rejette sa candidature, mais qu'il aille poursuivre. Là-bas, au vu de toutes les pièces, c'est une question de droit. C'est aller vers le droit, voir un juge, quelqu'un, nous voilà, c'est un papier écrit. Est-ce qu'on peut avoir ça là? Mais c'est ça qu'il aurait dû faire que d'aller faire du tapage. Quant à la population du quartier Couronne Nord, elle exige d'une part la réouverture des candidatures et d'autre part la condition que les candidats soient résidents du quartier. Le Qatar célèbre ce jour 18 décembre la fête nationale du pays. Ici au Niger, cette fête a été célébrée par Qatar Charity aux côtés des orphelins parrainés par la dite ONG, n'est-ce pas, Reina Moussa et Rabilaou. La fête nationale du Qatar, célébrée le 18 décembre de chaque année, marque l'unification du Qatar en 1878 sous la direction du père fondateur du pays, le cheikh Jassim Ben Mohamed. Le représentant pays de Qatar Charity a souligné que la célébration de cette fête qatari
coïncide avec la commémoration de la fête de la proclamation de la République du Niger. Occasion pour Qatar Charity Niger de partager avec les orphelins un événement inédit. Je m'adresse à vous pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier sincèrement au nom du directeur pays empêché d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de la journée commémorative de la fête nationale de l'État du Qatar. Cette journée coïncide également avec la célébration de la fête de la proclamation de la République du Niger. Qatar Charity, comme vous le savez, est une organisation caritative internationale basée dans plus de 40 pays au monde qui œuvre pour le bien-être des populations vulnérables telles que les orphelins, les handicapés, les familles démunies, les étudiants, etc. Dans sa prise en charge, Qatar Charity compte près de 4310 parrainés sur tout l'ensemble du territoire national, toutes catégories confondues, dont 3844 orphelins. En termes d'appui financier, Qatar Charity a versé au cours de l'année 2022, pour le compte des 4 trimestres 2021 et de 3 trimestres 2022, un montant total de 2 239 934 915 francs, avec toutes les conditions de fiabilité et de traçabilité. Ces conditions de fiabilité et de traçabilité se vérifient à travers notre base de données dans laquelle chaque parrainé dispose d'un code et sont enregistrés également son nom, son numéro de téléphone, son quartier, sa date de naissance, le numéro de son compte bancaire et d'autres informations. Qatar Charity est une ONG qatari installée au Niger depuis plusieurs années. Son but est d'aider les personnes vulnérables sans distinction de race, de religion ou d'espace. Au cours de cette célébration, les parrainés de Qatari ont eu droit à plusieurs divertissements ainsi qu'à une remise de prix aux meilleurs scolaires qui se sont fait distinguer. Idi Adamou Mohamed Sani a été donc réélu ce matin à la tête de l'ONG Aliatama pour un mandat de 3 ans. C'était à l'issue de l'Assemblée générale statutaire de l'ONG Aliatama organisée pour la circonstance. D'autres précisions dans ce reportage. C'est l'une des instances la plus importante de toute structure ou organisation, l'Assemblée générale statutaire. Ainsi, l'ONG Aliatama veut se conformer au texte de sa structure à travers la tenue des présentes assises, la 5e du genre. Cette 5e Assemblée générale statutaire est placée sous le thème pour la prise en charge socio-éducative de l'orphelin. Le travail que nous avons accompli durant ces 3 ans, ces 3 dernières années, est le fruit des contributions de bonne volonté qui œuvrent constamment à nos côtés, de toutes ces bonnes volontés, que toutes ces bonnes volontés trouvent notre sincère remerciement et que le Tout-Puissant les récompense à la hauteur de leurs efforts. Au terme d'une journée d'échange, les participants ont formulé des résolutions et recommandations. L'Assemblée générale réunie le dimanche 18 décembre 2022 au siège de l'ONG décide de la création d'un nouveau secrétariat intitulé Secrétariat chargé des affaires sociales à l'article 14 des statuts. Décide de l'ajout d'un nouvel alinéa libellé comme suit à l'article 15 du règlement intérieur. Le secrétaire exécutif participe à toutes les réunions du comité directeur sans voix délibérative. Le personnel de l'ONG peut être convié aux réunions du comité directeur afin de l'éclairer par rapport à une situation précise en vue d'une prise de décision.
recommande au comité directeur de tout mettre en œuvre pour obtenir le transfert de son acte de cession actuellement en souffrance à la communauté urbaine de Niamey. Un nouveau comité directeur de l'ONG Aliatama a été mis en place avec à la tête la reconduction du président sortant Idi Adamou Mahamansani. Le nouveau comité directeur composé d'une dizaine de membres pour un mandat de 3 ans aura la lourde tâche à accomplir sa mission. Pour leur dernière tournée dans le domaine de la santé, les journalistes de la caravane de presse initiée par l'USAID Sahel, la collaboration et communication dans la supervision d'un représentant du ministère de la Santé publique étaient partis donc à la découverte des interventions du projet USAID dans la commune de Myria, région du Zander. Ce dernier, à travers des plaidoyers du réseau intégré d'apprentissage, mobilise des ressources pour améliorer la qualité de service de la santé, de la reproduction et de la planification familiale au niveau donc des formations sanitaires d'intervention du projet qui sont donc dans la région de Zander. Hussein Asmi pour le reportage. Située à 20 km du sud-est de Zander, la commune de Myria a constitué la première étape de cette caravane de presse, conduite par USAID Sahel Collaboration et Communication SCC, accompagnée du projet USAID Amplify PF. Ces derniers contribuent aux actions du comité technique d'appui au réseau intégré d'apprentissage CETAR, né de la volonté de 17 membres dont 5 femmes. La contribution des USAID Amplifier au niveau de CETAR, donc il y a le financement et puis il y a le suivi de ce qui se passe. Nous on peut les plaidoyer, on les laisse les soins, ils nous ciblent les gens à qui il faut demander, on part chez eux, on fait les plaidoyers à travers leur population et en même temps ces bonnes volontés là participent. Preuve en est qu'on a eu plus de 4 ambulances dans le cadre des dons sortis de la communauté. Au centre de santé de Kolaram, situé dans la commune urbaine de Myria, les services de santé, de la reproduction et de la planification familiale ont permis d'améliorer la qualité des soins grâce aux réalisations du CETAR. Dieu merci, on a eu l'acquisition d'une ambulance, on a eu l'acquisition d'une maternité. À partir de ce temps-là, vraiment, on a constaté beaucoup de changements dans le cadre de la SR. Auparavant, toutes nos femmes, à plus de 90% des femmes accouchent à domicile. Auparavant, on a moins de 10 accouchements, 10, 11, 15. Et aujourd'hui, on est à plus de 50 accouchements de notre aire de santé. La PF du postpartum immédiat, on est parti de 3%. Aujourd'hui, on est à 17%. Au niveau communautaire, à la case de santé de Falki, les capacités des agents de santé du réseau intégré d'apprentissage RIA ont été renforcées sur l'offre du contraceptif dénommé Implanon. À Diné, des femmes venues au CSI participent autour du relais communautaire à une séance de sensibilisation sur l'espacement de naissance. Le projet USAID Amplify PF nous a formés sur l'insertion et le retrait de l'implanton. Avant, nous ne savons pas comment l'utiliser. Nous référons les femmes au niveau du CSI de Myria, mais maintenant, grâce à cette formation acquise, nous avons déjà inséré 35 et en ont retiré 15. Il nous a dotés un kit complet pour l'insertion et le retrait de ce contraceptif. Nous remercions ce projet et nous souhaitons qu'il continue de nous assister davantage. Hudarmu tsakaninmu da ita sai godiya ta ba mu horo, bayan horon da ta ba mu kuma muna aiki da horon da ta ba mu. Le projet USAID Amplify PF nous a sensibilisés sur la planification familiale. Grâce à son intervention, nous menons des séances de sensibilisation avec notre entourage sur la planification familiale. Avant, peu de femmes respectent les consignes de la planification familiale. Maintenant, grâce aux sensibilisations, par jour, plus de 50 femmes viennent au centre de santé pour prendre les produits de la contraception. La seule chose que nous souhaitons est que les moyens des relais soient renforcés.
ƙarin himma da sauran hudda da jama'a kuma da mu ƙara wayarwa da jama'a kai. Unificateur et organisateur des ressources et de réseaux de santé, USAID Amplify PF prévoit des réunions trimestrielles avec les relais communautaires au niveau des 36 CSI qui couvrent sa zone d'intervention de la région de Zender, afin d'accélérer la réplication et le passage à échelle des pratiques à gain rapide dans la prestation des services de planification familiale. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique. La une des journaux, c'est avec Moustapha Abdourahmane Zongoma et Cherifatou Parezo. Très bonne réception. Au revoir. Moustapha, bonsoir et bienvenue sur ce plateau pour cette rubrique La une des journaux. Bonsoir, Cherifatou Parezo. Alors, qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine? Cette semaine, la presse écrite nigérienne parle essentiellement du deuxième sommet États-Unis-Afrique, du congrès en perspective du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Tareya, et du procès de la tentative de coup d'État de mars 2021. Et Moustapha, à propos de cette tentative de putsch, le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi nous apprend que le principal cerveau reconnaît les faits. Débuté le lundi 12 décembre 2022, le jugement des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État présumée intervenue dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 à Niamey, à 2 jours de la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum, se poursuit activement devant le tribunal militaire de Niamey, écrit le journal L'Enquêteur d'hier mercredi. 62 personnes sont citées dans cette affaire. 4, toutes des civils, ont été relaxées de fin de toute poursuite au cours de l'instruction du dossier. Au deuxième jour du procès, le président du tribunal militaire a annoncé que 58 personnes sont accusées dans le cadre de cette tentative de coup d'État présumée. Parmi elles, 5 sont en fuite, 4 militaires et 1 civil. 3 charges sont retenues pratiquement contre presque toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Il s'agit de complots ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État et attentats manqués, coups et blessures volontaires avec armes, le recel de malfaiteurs. Parmi les 2 parents du capitaine Sani Gourouza, poursuivis pour recel de malfaiteurs, les intéressés auraient hébergé et aidé à s'enfuir Gourouza et un autre militaire. L'un a reconnu les faits, l'autre pas. Le capitaine Sani Gourouza, considéré à tort ou à raison comme étant le cerveau de cette tentative de putsch manqué, a également reconnu les faits criminels. Avec lui, un autre militaire qui a aussi reconnu les faits criminels et les faits correctionnels. Par contre, les colonels-majors Hamadou Jibou et Aboubakar Oumarou Azumi dit le Lion, le lieutenant-colonel Seydou Murtala Diori, le lieutenant Abdourahmane Marou Idrissa et Boubacar Bagouma, tous radiés des rangs des forces armées nigériennes, dans un décret présidentiel contresigné par le ministre de la Défense nationale le 27 avril 2022 et qui se trouve aujourd'hui dans le box des accusés, ont tous nié les faits qui leur sont reprochés. Dans le déroulé du procès, après notification des charges retenues contre les accusés, au moins 6 avocats ont déposé devant le tribunal militaire des requêtes relatives à des exceptions d'inconstitutionnalité et concernant certains articles et dispositions du Code de justice militaire sur la base duquel le procès a lieu. Les dites dispositions seraient contraires à la Constitution selon les avocats. Et dans pareille circonstance, l'article 132 de la Constitution du Niger dit que toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par voie d'exception. Et dans ce cas de figure, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de 30 jours. Le président du tribunal militaire a donc suspendu l'audience le temps que la question soit tranchée, comme le veut la loi, mais il a annoncé une reprise de l'audience pour hier mercredi à 10h, estimant que le procès pouvait se poursuivre avec les accusés dont les avocats n'ont pas formulé de requête d'inconstitutionnalité. Le deuxième sommet USA-Afrique va consacrer peut-être l'entrée de l'Union africaine dans le cercle fermé des 20 pays les plus industrialisés au monde, le G20. C'est ce sur quoi insiste le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine avec ses titres qui barrent sa une.
Deuxième sommet USA-Afrique vers l'intégration de l'Union africaine au G20. Oui, Sharifatou Parezo, le président de la République Mohamed Bazoum prend au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, nous apprend le journal Niger Inter-Hebdo de cette semaine. Un événement de 3 jours à Washington qui réunit des personnalités de tous les continents africains pour discuter des moyens audacieux et concrets de renforcer les liens et de faire progresser les priorités communes. Spécifiquement sur la question d'établir un nouvel engagement économique, de promouvoir la démocratie et les droits humains, de faire progresser la paix et la sécurité et de relever les défis tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique ainsi que la pandémie de la Covid-19. Ainsi, les débats porteront sur comment favoriser un nouvel engagement économique, faire progresser la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, renforcer l'engagement envers la démocratie, les droits de l'homme et la société civile et sur comment travailler en collaboration pour renforcer la sécurité sanitaire régionale et mondiale, précise une note des services de communication de la présidence de la République reprise par le journal. Le sommet va s'appuyer pour cela sur les thématiques de comment promouvoir la sécurité alimentaire, répondre à la crise alimentaire, amplifier les liens de la diaspora et enfin comment promouvoir l'éducation et le leadership des jeunes. Pour cela, l'Afrique, un acteur géopolitique majeur, possède certaines des économies à la croissance la plus rapide du monde, comme le Niger, autour de 7% actuellement. Deuxième sommet États-Unis-Afrique. Pour les États-Unis, il est question d'entretenir les liens avec le continent africain. Il ne s'en cache pas depuis que la Chine et la Russie y cultivent une influence grandissante. Ce sommet sera l'occasion pour le président américain Joe Biden de plaider pour l'intégration permanente de l'Union africaine au G20. Cette annonce permettra à Biden d'obtenir plus facilement la coopération de l'Afrique sur des questions telles que la guerre en Ukraine et le changement climatique, a souligné le journal américain The Washington Post. Créé en 1999, rappelle le journal Niger Inter-Hebdo, le G20 vise à favoriser la concertation internationale en intégrant le principe d'un dialogue élargi tenant compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays. Jusque-là, le seul pays africain membre du G20 est l'Afrique du Sud. Et sur le même sujet, le quotidien gouvernemental Le Sahel du mercredi 4 décembre 2022 nous apprend que le président de la République, Mohamed Bazoum, est effectivement à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il participe avec une cinquantaine d'autres chefs d'État du continent au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. En marge de ce deuxième sommet, le chef de l'État a reçu en audience une délégation du Millennium Challenge Corporation, conduite par sa directrice générale, Madame Alice Albright. Il ressort de cette séance de travail que le Niger a signé le premier compact régional Niger-Bénin pour un montant global de 500 millions de dollars, dont plus de 300 millions de dollars pour le Niger. Ce premier compact régional se concentrera essentiellement sur l'amélioration du réseau routier de l'axe Cotonou-Niamey. Et à ce sommet UA Afrique, la Fondation Nour de la Première Dame a eu un déjeuner de travail à l'université John Hopkins Bloomberg de Baltimore sur les questions liées à la santé de la reproduction avant d'animer un panel sur le même sujet avec les étudiants de la dite université. Le journal Le Canard en furie consacre sa une à la tenue du congrès du parti au pouvoir et c'est sous le titre « Congrès PNDS Tareya, le mouvement Hamzari en embuscade ». Dans quelques jours, les taréistes tiendront leur grande messe à Niamey du 24 au 25 décembre 2022 précisément, nous rappelle le journal Le Canard en furie. Ce congrès ordinaire pour le renouvellement de l'instance dirigeante suprême du parti fait l'objet d'un intérêt particulier au sein de l'opinion nationale. Pour motif, les Nigériens veulent savoir si, à partir de ce congrès, le président Bazoum va chercher à s'émanciper de l'emprise excessive de son mentor qui l'entrave dans sa volonté de changer le mode de gouvernance désastreuse de l'État qu'elle a hérité de Issoufou Mahamadou. Au vu du rôle
que justement Issoufou Mahamadou a eu à jouer dans le renouvellement des instances de base du parti en prélude à la tenue de ce congrès. Sans nul doute, conclut le confrère, c'est l'actuel haut représentant du président de la République, Fouma Koïgado, qui sortira président du parti à la fin de ce congrès avec des camarades pro-Issoufou autour de lui sur la table de séance. Les hommes du clan Bazoum qui voulaient voir celui-ci sortir de son confinement et s'émanciper de son mentor seront écartés. Du coup, l'assainissement de la vie publique qu'il a promis d'engager dans son discours d'investiture restera lettre morte. Il faudra d'ailleurs s'attendre à ce qu'il s'amplifie au cours des 3 années et quelques mois qui lui restent pour parachever son premier mandat. La clé de la libération pour Mohamed Bazoum est le mouvement Hamzari qui aura été créé pour le soutenir mais qui n'est toujours pas actif. Le mouvement a bel et bien vu le jour et ceux qui sont derrière attendent seulement la fin du congrès pour le mettre en branle dans les semaines à venir, apprend le journal de sources dignes de foi. D'aucuns soutiennent même que le dit mouvement risque de se transformer en parti politique si d'aventure les camarades tentent d'étouffer Bazoum dans sa volonté de rompre avec la malgouvernance. Mais nous n'en sommes pas encore là et le processus va s'accélérer certainement après le congrès. En politique toujours, le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine estime que la majorité présidentielle est pratiquement devenue un piège mortel pour les alliés. Dans l'arène politique de notre pays, il y a un parti qui a bien compris comment se servir des alliés pour se renforcer et agir à sa guise sans risque d'être inquiété demain. C'est bien le PNDS Tareya, affirme le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. En l'absence de tout contre-pouvoir pour stopper leur dérive, les Roses sont parvenus à neutraliser tous les contre-pouvoirs pour régner en seul maître à bord. Raison pour laquelle ils font preuve d'un cynisme sans commune mesure vis-à-vis de leurs propres alliés. Lorsque vous êtes en alliance avec les camarades Roses, ils ne vous laissent aucune marge de manœuvre. Leurs alliés de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN comme ceux de l'Alliance pour la République APR sont en train d'endurer en silence ce cynisme des Roses. En témoigne cette récente vidéo publiée par le président du PJD Akika, Maman Hamissou, qui se plaignait d'avoir mouillé le maillot lors de la campagne électorale pour faire triompher Bazoum aux élections présidentielles. D'autres leaders de la MRN nourrissent aussi certainement le même sentiment, même s'ils ne sortent pas publiquement pour le dire. Malheureusement, ils doivent faire avec parce que ça fait partie des stratégies du PNDS Tareya pour les fragiliser. On assiste d'ailleurs ces derniers temps à des vagues de défection des militants des partis membres de la MRN au profit du Parti Rose, avec à l'instar du RSD Gaskia qui bascule avec armes et bagages au PNDS Tareya. Même les grosses pointures de la majorité présidentielle, comme le MNSD Nasseria ou encore le MPR Jamhouria, ne sont pas épargnés par le phénomène. Les présidents Seni et Al-Badi doivent s'inquiéter sérieusement et se réveiller pour arrêter la saignée pendant qu'il est encore temps. Au niveau de la MRN, en tout cas, il semble que les leaders des partis alliés se concertent ces derniers temps pour contrecarrer les velléités de fragilisation de leur parti politique par les ténors roses. Et Sharifatou Parezo, avant de boucler cette revue de la presse de cette semaine, parlons de ce titre du journal quotidien La Nation, numéro 1322 du 14 décembre 2022, qui a titré « Lutte contre l'insécurité, des terroristes neutralisés et des dépôts logistiques détruits à Terra ». Le journal qui rapporte les conclusions du bulletin d'opération de l'état-major numéro 0032 des forces armées nigériennes. Des actions de lutte contre le terrorisme et le banditisme sur toute l'étendue du territoire national ont été menées avec succès grâce à la vigilance et à la vaillance des forces de défense et de sécurité. Le bulletin indique qu'à l'ouest région de Tillabéri, dans la zone d'opération Yarti, le détachement de Sanam a interpellé en début de semaine 4 individus ayant livré des motos à des terroristes, et à l'est du pays, dans la région de Difa. Dans le cadre d'une opération conjointe entre les troupes nigérianes et nigériennes, des actions offensives menées ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire un dépôt logistique important. Merci Mustapha pour tous ces éclaircissements. Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité sur Bonferré Télévision. Le programme continue. Bonne réception.